J'aime la vie et j'aime la sexualité. J'aime l'idée de la sexualité, l'idée du désir, l'idée de la communication. En ce sens, mon art est sexy et c'est ce qui fait sa force. Jeff Koons aurait-il été inspiré par un certain collectionneur chypriote installé à Athènes? Takis Ioannou, promoteur immobilier et l'un des plus grands collectionneurs de la planète, vit dans les beaux quartiers de la capitale grecque, sur les hauteurs de la ville. Je ne peux pas concevoir la vie sans l'art. L'art est totalement intégré dans mon mode de vie et dans celui de ma famille. Je n'arrive pas à imaginer comment je pourrais vivre sans. Parfois, on regarde une œuvre et soudain on voit quelque chose, on découvre quelque chose de nouveau, même si c'est un tableau qu'on a depuis 20 ans. C'est ce qui distingue les chefs-d'œuvre, ceux qui résistent à l'épreuve du temps, ceux qu'on prend plaisir à regarder une ou deux fois, et puis plus du tout après un certain temps. J'ai beaucoup d'amis. Je n'ai pas de réseau professionnel de conseillers, ni personne de ce genre. C'est moi qui prends les décisions. Je me sens lié aux artistes en ceci que nous faisons tous partie de cette grande famille qu'est le monde de l'art. En fait, mon activité de collectionneur découle de la relation que j'entretiens avec les artistes. Takis Ioannou est un perfectionniste. Quand il décide de montrer une des œuvres de Jeff Koons qu'il a en sa possession, il veille à ce qu'elle soit parfaitement installée, au centimètre près. Takis Ioannou a acheté la toute première œuvre de Jeff Koons en 1985. Il s'agit du dessin d'une œuvre qu'il s'offrira pour 3 000 $, un ballon de basket en suspension dans un aquarium rempli d'une eau distillée enrichie en chlorure de sodium réactif. Deux mots me viennent à l'esprit. Parfait et magique. Ne me demandez pas pourquoi, ni ce que ça veut dire. C'est le sentiment que j'ai eu. Et j'ai eu envie de découvrir qui était l'artiste et comment il avait eu cette idée. Car on a là un objet parfait dans une situation qui défie les lois de la nature. Cela me faisait beaucoup d'effet et j'ai été curieux de savoir qui se cachait derrière cette œuvre. Equilibrium Tank a quelque chose de masculin dans la couleur, la forme, la rigidité, l'aspect matériel. Par ailleurs, il y a aussi quelque chose de très féminin dans ce ballon enfermé dans un aquarium, car il représente l'embryon dans le ventre maternel. Nous sommes dans un utérus, dans un lieu atemporel, avant la naissance et après la mort, c'est très vaste. Jeff Koons fait réaliser des sculptures très coûteuses. Il y a quelques années, ses assistants ont fabriqué une série de pièces imposantes en aluminium et inox à partir de modèles en plâtre. Particularité du projet, tous ces objets ressemblent à s'y méprendre à des bouées ou des matelas gonflables, des poids-plumes transformés en poids lourds. Ce canot pneumatique est en aluminium. Son apparente légèreté n'est qu'une illusion. Ce sont tous des objets gonflables anthropomorphes. Quand nous inspirons,
Nos poumons se gonflent aussi. C'est une métaphore de l'optimisme. Et mes objets pérennisent cet optimisme, car ils ne font pas... En se dégonflant, comme lorsqu'on expire, l'expiration serait une métaphore de la mort, du dernier soupir. Ces objets, eux, font constamment comme s'ils conservaient leur énergie vitale, leur optimisme. New York, un soir de juin. Direction Upper East Side, le quartier chic de Manhattan, pour le vernissage de la grande rétrospective Jeff Koons au Whitney Museum of American Art. C'est l'événement artistique de l'année aux États-Unis. Cette exposition fait sensation. Aucun artiste n'avait encore réussi à occuper tout le Whitney Museum. Kitsch, surdimensionné, haut en couleur, l'art de Jeff Koons provoque, et pas seulement la controverse. Il est outrancier, commercial, tout le monde le déteste, tous mes amis font... C'est très embarrassant de dire qu'on aime Jeff Koons. Je pense que c'est un génie. C'est le génie de la deuxième partie du XXe siècle. Absolument. Parce que c'est le Warhol d'aujourd'hui. Quand je vois ses œuvres, ma première réaction, c'est de me dire « il se fout de nous, là ». Mais en fin de compte, elles arrivent à me toucher. J'ai appris à aimer son art. Je le trouve enrichissant. Et il n'est pas compliqué, mais simple, accessible. Ce qui pose problème, c'est la résistance qu'on oppose à ces œuvres. Parce qu'elles nous semblent extravagantes, exagérées. On a envie de dire « arrête ton délire là ». Mais en fait, une fois qu'on a dépassé ça, on y éprouve vraiment du plaisir. Parfaitement à l'aise au milieu d'une foule de fans et de journalistes, Jeff Koons est une star, et pas seulement aux États-Unis. J'ai 59 ans et plusieurs décennies de travail derrière moi. Les œuvres exposées ici représentent 35 ans de travail. J'ai pu faire ce que je voulais et je pense avoir rassemblé assez d'œuvres pour qu'on comprenne ce à quoi je m'intéresse. J'ai maintenant une base à partir de laquelle je vais pouvoir travailler pendant les 30 ou, avec un peu de chance, 40 prochaines années, car je compte bien continuer à explorer les possibilités de l'art. Jeff Koons pose avec le commissaire de l'exposition, Scott Rosskopf, une étoile montante du milieu artistique new-yorkais. J'ai 38 ans et Jeff en a 59. Nous avons donc une vingtaine d'années d'écart, ce qui veut dire que je ne l'ai pas connu à ses débuts. Souvent, les jeunes pensent connaître son œuvre, car ils ont vu des photos sur Google, dans les catalogues. Jeff est partout. Mais ses œuvres récentes n'ont pas été vues par tant de monde que ça. Les gens n'ont pas encore eu l'occasion d'y être confrontés directement. Voilà pourquoi il m'a semblé important de présenter cette rétrospective à la nouvelle génération. Excusez-moi, mais M. Koons doit partir. Merci, merci beaucoup. Oui, ma chérie. Justine, viens. La préparation de cette expo m'a amené à me pencher sur mon œuvre et à repérer ce qui est vraiment important et significatif, les thèmes qui reviennent régulièrement. J'ai trouvé cette expérience très rafraîchissante et elle m'a donné encore plus envie de créer de nouvelles œuvres. Je souhaite vraiment apporter ma contribution à l'histoire de l'art. À la fin des années 80, Jeff Koons scandalise l'opinion publique avec sa sulfureuse série intitulée Made in Heaven. Des dizaines de tableaux alliant photos et peintures mettent en scène les ébats sexuels de l'artiste avec son épouse d'alors, Ilona Staller, une star du porno plus connue sous le pseudonyme de La Cicciolina. Koons immortalise également leur union de marbre. Alliant kitsch et érotisme, Jeff et Ilona affichent leur amour en mode pornographique. La série sera présentée dans une salle à part avec un avertissement au public.
Jeff Koons se montre avec Ilona Staller à la Biennale de Venise en 1990, les médias se déchaînent. Ce couple, qui élève sa sexualité au rang d'art, fait la une des journaux du monde entier. D'autant que la Cicciolina est également députée au Parlement italien. Avec Made in Heaven, les deux époux expriment une idée très précise de leur image. Ça me paraît évident qu'Ilona et moi sommes les Adam et Ève d'aujourd'hui. Adam et Ève après la chute. Dans l'œil de l'objectif, il n'y a pas de faute ni de honte. Ilona n'est ni fautive ni honteuse. Elle n'a pas peur. Moi non plus, je ne ressens ni culpabilité, ni honte, ni peur. En s'affranchissant de ces sentiments-là et en explorant les tréfonds de sa propre sexualité, on peut accéder à un plus haut niveau de spiritualité. Lorsqu'on s'est rencontrés, on s'est rendu compte qu'on se ressemblait beaucoup. Question caractère et personnalité. Lui, il s'exprime à travers ses tableaux et ses sculptures. Moi, je m'exprime à travers ma sexualité, qui pour moi est une culture, la culture du sexe. Nous utilisons un vocabulaire qui se situe un peu en marge de l'art. Et nous le faisons avec générosité pour que l'art retrouve sa force de frappe. Quand Jeff a commencé la série Made in Heaven à la fin des années 80, il était très conscient du fait que le regard de la société, et particulièrement des médias sur les artistes, était en train de changer. C'était l'époque de Keith Haring, Julian Schnabel, Jean-Michel Basquiat, ces artistes dont les journaux nous racontaient avec qui ils sortaient le soir, avec qui ils mangeaient, comment ils s'habillaient. Jeff a observé cette tendance, et il l'a exacerbée en s'exposant avec la Cicciolina. Sa relation avec elle et l'œuvre qui en a découlé ont encore renforcé sa célébrité. S'il avait juste fréquenté Ilona tout en continuant à créer des œuvres comme avant, ça n'aurait pas été aussi intéressant. Ou bien s'il s'était représenté nu avec un mannequin ou une autre femme. Non, c'est le fait qu'il ait réalisé des œuvres de cette nature avec cette femme-là, à ce moment-là, qui était très fort. Jeff Koons vit et travaille aujourd'hui à New York, dans son atelier. Un immense espace constitué de plusieurs grandes salles. Quel regard porte-t-il sur sa série Made in Heaven 25 ans plus tard? Je pense que cette série est probablement moins choquante aujourd'hui. Mais l'idée de fond, c'était l'acceptation de soi. À l'époque, je commençais à me rendre compte à quel point les gens nourrissaient encore beaucoup de sentiments de culpabilité et de honte, qu'ils avaient beaucoup de mal à s'accepter tels qu'ils étaient. Et cette incapacité à s'accepter a un impact énorme sur la sexualité. C'est pourquoi j'ai voulu réaliser ce projet artistique sur le thème de l'acceptation de soi. C'est de cela que parle un tableau comme Ilona's House Hall. L'acceptation de soi, l'acceptation de notre nature, de notre sexualité, des boutons qu'on a sur les fesses. C'est parfait, tout est parfait. On accède à l'éternité par le biologique, par la procréation. C'est comme ça que ça marche. Et ce n'est pas quelque chose dont il faut avoir honte, bien au contraire. L'arrogance et la démesure avec lesquelles Jeff Koons s'immortalise lui-même en faisant sculpter des statues de marbre à son effigie seront de courte durée. La vie lui rappellera bientôt que rien n'est éternel, et encore moins son couple. Après 2 années de mariage, la procédure de divorce s'éternisera, laissant Jeff Koons financièrement exsangue. J'ai traversé une sorte de crise existentielle. Je perdais foi en l'humanité. J'éprouvais une grande déception. On passe par différentes phases dans la vie. J'ai tiré une incroyable énergie de mon travail quand j'ai commencé à prendre conscience du pouvoir de l'art, quand je me suis plongé dans l'histoire de l'art et que j'ai compris à quel point toutes les disciplines humaines étaient interconnectées. Ça a fait boum dans ma tête, c'était exaltant. Je me sentais tout d'un coup plein d'enthousiasme. On trouve toujours un sens à l'art et ça vous aide à survivre.
Jeff Koons n'a pas le droit de voir son fils Ludwig et lui dédie une série qu'il intitule « Célébration ». C'est le monde de l'enfance en version XXL. Elle allie peinture à l'huile et sculpture colossale en inox, aluminium et polyéthylène. Là, j'ai voulu parler de joie, d'optimisme et d'acceptation. Ces œuvres vous disent « Profitez de la vie, continuez à avoir la même curiosité, le même enthousiasme et la même ouverture d'esprit que quand vous étiez enfant. » Il y a une œuvre que j'aime tout particulièrement, le tas de pâte à modeler Play-Doh. Un jour, mon fils a fait un tas avec de la pâte à modeler. Il jouait dans son coin pendant que j'étais occupé à autre chose et tout à coup, il a dit « Papa ?» Je me suis retourné. « Quoi ?» Il avait ce tas de pâte à modeler devant lui et il a dit « Voilà !» Il était tout fier de son tas. Je l'ai regardé et je me suis dit, c'est ce que je m'évertue à faire tous les jours, quelque chose qu'on ne peut pas juger. C'était parfait. Je suis retourné dans mon atelier et j'ai fait cet énorme tas de pâte à modeler que vous voyez là. Il est en 27 parties qui sont tout simplement entassées les unes sur les autres. Ce constat m'a galvanisé. Dès lors, j'ai voulu explorer tous les possibles, repousser les limites de ce qu'un homme peut faire, vivre, comprendre. Faire ce qu'on veut est un acte de liberté suprême. Et pour y parvenir, il faut éliminer le jugement. Alors tout devient possible, acceptable. On n'a plus de raison d'avoir peur. Toutes les barrières tombent, tout ce qui nous empêche de faire jaillir la lumière. Christie's, New York. La célèbre maison de vente aux enchères compte parmi ses membres l'homme le plus influent de la planète en matière d'art contemporain, Brett Gorvey. Il connaît Jeff Koons depuis des années. C'est quelqu'un de très positif. Il y a néanmoins quelque chose de sombre chez lui. La sexualité qui est très présente dans son œuvre et dont il aime parler, car il la conçoit comme la force qui guide nos émotions. Alors il l'explore jusque dans ses tréfonds, parce qu'un artiste doit explorer toutes les facettes des émotions, de même qu'il doit travailler la surface, l'aspect superficiel de ses œuvres. Ça aussi, c'est important pour lui, le kitsch. Tous ces objets qui sont généralement méprisés car on les juge prosaïques, il les a élevés à un très haut niveau. On peut intellectualiser le travail de l'artiste, mais on peut aussi l'apprécier pour ce qu'il est, une belle sculpture. D'où vient Jeff Koons? Qu'est-ce qui a fait de lui ce qu'il est? Pour le savoir, il faut faire le voyage jusqu'en Pennsylvanie. Des premiers éléments de réponse apparaissent en chemin, tels que cette shoe house, cette maison chaussure tout à fait insolite que Jeff Koons connaît depuis l'enfance. Jeff Koons est né à York, Pennsylvanie, en 1955. Aujourd'hui, York est une petite ville paisible de 40 000 habitants. Le père de Jeff y a tenu un magasin de décoration. Pat Hefner, elle, possède un magasin de jouets et se souvient. Si mes souvenirs sont bons, son magasin était sur East Market Street, à une vingtaine de pâtés de maisons d'ici. Je crois que c'était près d'un carrefour. C'était un magasin de décoration intérieure et de meubles. Je ne me souviens plus y être rentrée, mais je sais qu'il faisait partie des magasins haut de gamme de la ville. Pat Hefner croise Jeff Koons régulièrement dans les rues de York. Il vient à York de temps en temps. Il va au marché avec sa famille. C'est notre célébrité locale. Nous sommes très fiers de lui. Nous suivons son parcours de près. Je crois qu'il a mis 5 autocars à disposition des gens de York récemment pour qu'ils puissent aller voir son exposition. Il a beaucoup de fans ici. Aujourd'hui, le magasin de décoration intérieure d'Henry Koons a perdu de sa superbe.
certaine époque, le père de Jeff accrochait la photo de son fils sur la devanture pour attirer les clients. Dès ma plus tendre enfance, c'est le travail artistique qui m'a fait prendre conscience de moi-même. Je me souviens de mon premier jour à l'école des Beaux-Arts. On nous a fait monter dans un bus pour nous conduire au musée d'art de Baltimore et nous montrer la collection Cohn. C'était la première fois que je voyais un Braque, un Matisse, un Cézanne. Je n'y connaissais rien et je suis heureux d'avoir survécu à cette expérience. Je dis ça car j'ai l'impression que beaucoup de gens ne s'en remettent jamais. Tout ça leur donne le sentiment que, oh mon Dieu, il faut être drôlement préparé, il faut savoir un tas de choses sur l'art, il y a des règles à suivre, et ça les démotive. Il n'y a pas de règles. Tout ce qui nous arrive dans la vie, nous l'abordons chacun à notre façon. Et l'important, c'est ce qu'on en retient, comment cela influence notre perception de nous-mêmes et comment nous nous forgeons en tant qu'individus à partir de là. Et c'est de cela qu'il s'agit, c'est ça l'art. L'art découle de l'expérience qui consiste à transcender ses propres capacités, à dépasser ses limites. Ça n'est rien d'autre que cela. Les objets du quotidien sont une source d'inspiration pour Jeff Koons. D'ailleurs, le petit train qui sert de décoration au magasin de Pat Hefner rappelle le mythe fondateur de la création des États-Unis d'Amérique. En 1993, à Stuttgart, Koons présente à son tour son train, celui-ci est en argent. Tous les objets que nous avons vus jusque-là sont des ready-made. Ce sont des objets de ce monde. Je n'ai rien créé, tout existe déjà. Je les transforme un peu. Quelque chose qui est habituellement en plastique, je le recrée avec de l'acier inoxydable. Mais tout existe déjà, tout est là et tout va bien. La culture pop américaine, dans toute sa splendeur, influencée par la publicité, des couleurs explosives, Mickey et ses personnages de bande dessinée ont fortement marqué toute une génération et les suivantes. J'ai réalisé une série d'œuvres intitulée Banality en 1988. Je voulais parler de notre histoire culturelle à tous. Quand les gens ne se sentent pas connectés à leur propre histoire ou n'acceptent pas leur passé, ça les affaiblit. Ils n'ont pas de base solide sur laquelle se construire. De la même manière qu'on ne peut pas construire une maison sans avoir de fondation solide. Ce n'est que lorsqu'on a accepté son passé qu'on peut se bâtir un avenir. Ici, Koons immortalise le petit Jeff en compagnie d'un cochon. Fait notoire, l'artiste ne met jamais la main à la pâte. Des professionnels le font pour lui. Ces sculptures, par exemple, ont été réalisées par des menuisiers tyroliens. Et c'est à un fabricant de porcelaine italien qu'il a commandé son Michael Jackson. L'atelier de Jeff Koons compte 130 assistants, employés à demeure. Des artistes confirmés qui suivent les instructions de leur patron à la lettre. Tout doit parfaitement correspondre à la vision de Jeff Koons. Ils peuvent mettre jusqu'à 2 ans pour réaliser un tableau. J'ai commencé à avoir des assistants en 1986. C'est formidable parce que je n'aime pas être enfermé dans une pièce tout seul du matin au soir. De cette façon, je suis entouré de gens avec qui je forme une sorte de grande famille. C'est bon de faire de l'art tous ensemble. Mais c'est moi qui définis les méthodes de travail, de façon à ce que le résultat, qu'il s'agisse de sculpture ou de peinture, corresponde toujours exactement à ma vision. C'est comme si chacun de leurs gestes était les miens.
Pour ce qui est de ma présence à l'atelier, je suis de ceux qui ont des horaires bien définis. J'ai une famille, vous savez. Ma femme Justine et moi avons 6 enfants. Le matin, nous nous réveillons vers 6h30. Nous prenons notre petit déjeuner avec eux, puis nous les emmenons à l'école. Et j'arrive généralement à l'atelier vers 8h30 pour en repartir vers 17h30. Voilà. Tout ce temps-là, je le passe à travailler. Et ce, du lundi au vendredi. Si je ne suis pas sur un projet urgent, nous passons le week-end dans ma ferme en Pennsylvanie, où nous vivons vraiment en mode campagnard. Et puis le dimanche soir, retour à New York et à l'atelier. Pour sa toute nouvelle série, Jeff Koons fait copier des tableaux d'Édouard Manet. Les œuvres de l'impressionniste, ici le déjeuner sur l'herbe, sont reproduites aussi fidèlement que possible dans le studio new-yorkais. Méthode employée, la peinture par numéro. Même la signature est parfaitement imitée. Puis les tableaux sont recouverts par endroits d'une deuxième couche de peinture. Des statues antiques font irruption sur les faux Manet. Koons a baptisé cette série Antiquity, un joyeux pot-pourri d'histoire de l'art. Ce qui est intéressant dans la série Antiquity, qui est l'une des dernières en date, c'est qu'on voit un artiste au sommet de sa carrière, pour ainsi dire. Un artiste plus mûr, qui a pris du recul et va chercher plus loin dans l'histoire de l'art, en remontant jusqu'au Paléolithique avec la Vénus de Willendorf, pour arriver jusqu'à nos jours en passant par la sculpture classique. Ce spectre plus large, c'est quelque chose qui lui est donné de voir aujourd'hui, à l'âge qu'il a et avec la maturité qu'il a acquise. Cela dit, ces œuvres dont il prend conscience, ces piliers de l'histoire de l'art, ont déjà été interprétés et réinterprétés, ont connu des heures de gloire et de déclin. Et la perception que l'on a d'elles a déjà été filtrée par la culture pop et banalisée à travers un tas de gadgets. Mais lui, il leur redonne leur titre de noblesse. La statue d'Hercule est une copie de l'Hercule Farnèse. En réalisant une copie de plâtre, il fait un clin d'œil à la mode des moulages en plâtre. De nombreux musées américains et européens exposent des copies en plâtre de sculptures antiques, à défaut d'avoir les originaux. Les étudiants en art les dessinent et les utilisent pour étudier l'histoire de l'art. Donc, le choix du matériau n'est pas anodin. Cet Hercule de plâtre de plusieurs mètres de haut, Jeff Koons l'a fait réaliser à Berlin. L'atelier berlinois, qui utilise cette technique du moulage vieille de plusieurs siècles, est une véritable institution. Pour l'Hercule que Jeff Koons leur a commandé, les mouleurs ont besoin d'un grand espace haut de plafond, car il fait près de 3 mètres. Jeff Koons s'est rendu pour la première fois dans cet atelier de moulage il y a 2 ans. Parmi 7000 modèles, il en a choisi 4, dont l'Ariane endormie. Quand ce sont des modèles historiques, ils sont en plâtre et en 1000 morceaux. Ce sont comme de gigantesques puzzles. Donc on moule chaque pièce séparément, puis on les assemble. Quand la statue est très grande, on place une armature à l'intérieur afin de la stabiliser. Pour les objets commandés par Jeff Koons, nous avons utilisé une structure en fibre de verre, afin qu'il ne se fendit pas dans l'avion. Puis on s'attaque aux finitions. C'est ce qui prend le plus de temps. Souvent, nous utilisons plusieurs procédés et étalons le travail sur plusieurs jours pour vérifier que la statue est parfaite sous tous les éclairages. Car à chaque fois que la lumière change, on repère de nouvelles imperfections. Où est l'original? Où est la copie? Qui est l'auteur de cet Hercule
dont les reproductions en miniature sont vendues à des milliers d'exemplaires dans les magasins de souvenirs. Lysippe, le grec, qui l'a sculpté le premier en 320 avant Jésus-Christ, ou Glycon d'Athènes, le romain qui l'a copié au IIIe siècle de notre ère. Là aussi, Jeff Koons est présent à travers son split rocker, une gigantesque tête fleurie, mi-dinosaure, mi-cheval à bascule. Pour créer une pièce comme celle-ci, une sculpture végétale, il faut maîtriser les choses. Il faut se demander dans quelle position placer les plantes de façon à ce qu'elles puissent s'épanouir, puis laisser faire la nature en espérant que tout se passe bien. Tout devient poussière, vous savez. L'art aspire toujours à être énergie, mais c'est impossible. Cette sculpture illustre le dialogue entre l'art et la nature. Une œuvre exigeant autant de travail ne s'expose pas comme ça. Elle réclame un entretien constant et celui-ci doit être financé. Pour ces quelques mois d'exposition devant le Rockefeller Center, c'est la société immobilière Tishman Speyer, propriétaire du building, qui s'en charge, saisissant l'occasion pour se faire discrètement de la pub. Le galeriste Larry Gagossian est également présent à l'inauguration. C'est l'un des marchands d'art les plus influents au monde. Cette sculpture est très accessible. C'est le propre d'une sculpture publique. On n'a pas besoin de tout savoir sur Picasso et Dora Maar pour les apprécier. Les gens, même sans connaître Jeff Koons, sont naturellement attirés par cette statue à la fois colossale, drôle et belle, et se mettent à sourire en la regardant. Derrière cette œuvre, il y a tout un processus et beaucoup d'argent. Il faut un temps fou pour la réaliser. La relation que j'ai avec Jeff est différente de celle que j'ai avec la plupart des autres artistes. Il ne suffit pas d'aller le voir dans son atelier pour choisir les œuvres qu'on exposera à la galerie. C'est une relation plus compliquée que ça. Je travaille avec lui depuis environ 15 ans. Thank you, Nick. Jeff, je te félicite, toi et tes partenaires institutionnels, pour ce qui a toutes les chances d'être le grand événement artistique de l'été à New York. Mesdames et messieurs, Jeff Koons. C'est un moment très spécial pour moi. Ces fleurs vont bientôt s'épanouir. Certaines tiges vont pousser de 30 à 50 cm dans cette direction. D'autres vont se développer à l'horizontale. Et la sculpture va déborder de vitalité. Jerry, tu devrais mettre une ruche là-haut. Tu pourrais produire ton propre miel, Tishman Speyer Split Rocker. Je suis tout excité. Je sais qu'ils ont préparé une boisson spéciale Split Rocker qu'ils vont servir au Rock Center Café. C'est fantastique. Je viens de parler avec le personnel et je leur ai suggéré de faire également une pizza Split Rocker avec d'un côté du thon et de l'autre des champignons, par exemple. Oui, c'est un artiste commercial parce qu'il a compris qu'être commercial, c'est être populaire. popular.